Bien, donc nous recommençons les travaux cet après-midi sous la thématique de la langue numérique à l'écrit. Avec à mes côtés, j'ai le grand plaisir de recevoir Éric Laurent et Dominique Olvoet. Donc, grand plaisir et honneur de les recevoir ici à l'Université de Rennes 2 dans le cadre de ce colloque sur l'autisme. Alors, vous présentez Éric Laurent, dire d'abord qu'il est psychanalyste à Paris, psychologue et docteur en 3e cycle en psychanalyse, membre de l'école de la cause freudienne et anciennement président de l'Association mondiale de psychanalyse. Il enseigne à la section clinique du département de psychanalyse de Paris 8. Il a également été rédacteur en chef de la cause freudienne de 1992 à 1994. Il a publié beaucoup d'ouvrages, d'articles, et notamment, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, Lost in Cognition, Psychanalyse et sciences cognitives, édition Cécile Defaux, 2008, et La bataille de l'autisme, de la clinique à la politique, aux éditions Navarin, Le champ freudien, en 2012. En effet, en janvier 2012, l'autisme obtient le label de la grande cause nationale. Aussitôt, une folle campagne se déchaîne dans les médias. Il y a urgence, dit-on. La France est en retard. Au Parlement de faire place nette, qu'il interdise aux psychanalystes et assimilés toute prise en charge des autistes. Au gouvernement d'installer des techniciens qui appliqueront sans faille des protocoles de rééducation comportementale. Mais ce battage soulève un tollé et échoue. Éric Laurent revient sur l'événement, notamment dans Bataille sur l'autisme. Il en révèle les enjeux de société. Il démystifie la propagande de la bureaucratie sanitaire, ses ambitions autoritaires, son mésuage des résultats de la biologie et de la génétique. S'autorisant d'une longue expérience clinique, s'appuyant sur des cas éclairants, que vous retrouvez dans cet ouvrage notamment, Éric Laurent pose des repères essentiels pour la pratique et ouvre des pistes inédites pour le traitement des sujets autistes. C'est une percée majeure que nous lui devons dans cette bataille où la psychanalyse peut démontrer qu'elle porte l'esprit des Lumières, disiez-vous dans votre prière d'insérer. Dominique Olvoet, quant à lui, est psychanalyste à Tournai, en Belgique. Il est directeur du Courtil, institution orientée par la psychanalyse, qui reçoit 230 enfants et jeunes psychotiques et autistes, et dans laquelle de nombreux stagiaires de tous les pays vont se former chaque année. Dominique Olvoet est enseignant à la section clinique de Bruxelles, au collège clinique de Lille. Il est membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Par ailleurs, il interviendra le 9 novembre prochain sous le titre « Le Courtil, retour d'expérience » lors du 2e rendez-vous des enseignements du Centre d'études et de recherche sur l'autisme, le CERA, à l'école de la cause freudienne. Le CERA, donc inventé, proposé par Jacques-Alain Miller il y a 2 ans. Centre d'études qui est une création de l'école de la cause freudienne et qui a pour vocation l'enseignement et la recherche sur l'accueil et l'accompagnement des sujets autistes. Il vise à mettre en lumière les perspectives nouvelles qui, plutôt que d'imposer des conduites hyper-normatives et homogénéisantes, font une place aux sujets autistes et accueillent leur singularité. Il soutient le libre choix des méthodes d'accueil et d'accompagnement des enfants autistes. Les psychanalystes y donnent témoignage de l'enseignement unique issu de leur rencontre avec des enfants ou des adultes autistes. Il y a dialogue avec des autistes, des parents et des praticiens. Le CERA propose un enseignement mensuel à Paris, à l'ECF, et une fois tous les 2 ans, une journée d'études. La première s'est tenue en mars 2018 sur le thème « Autisme et parentalité ». La seconde aura lieu le 16 mai 2020 à Paris. Les praticiens, les parents, les sujets autistes qui ne se reconnaissent pas dans les discours ambiants qui visent une hypernormativité peuvent, au CERA, faire entendre leur voix. Donc je laisse la parole à Éric Laurent, qui va donc nous présenter un texte, « La machine de la langue et les objets autistiques ».
Pour répondre à la variété de sujets relevant du spectre autistique fort large et à la diversité des lieux qui les accueillent, tout en étant attentif au bain de langage dans lequel ces sujets sont plongés, l'orientation de notre travail vise à définir la position d'un thérapeute partenaire attentif aux multiples aspects que peut prendre l'effet mutatif d'une rencontre nouvelle avec la langue pour ces sujets. Dans cette perspective, au lieu de la recherche d'une méthode idéale d'approche, il s'agit de présenter la variété de résultats obtenus dans les contextes les plus variés, même si tous présentent le trait constant de soutenir l'effort d'inscription du sujet dans toutes les dimensions de la langue, de l'instance de la lettre et du traitement des objets hors corps que sont le regard et la voix dans la plus grande variété de contextes ou d'ateliers possibles, tout en maintenant les apprentissages. La série des machines sur lesquelles se sont appuyés des sujets autistes pour construire leur monde est très large. Elle comprend l'appareil photographique dont s'est servi Garance pour construire son rapport à l'espace qui ne se voit pas, l'ordinateur qui a servi à Birger-Céline pour sa communication assistée, le logiciel de reconnaissance Siri pour Gus, le jeu Minecraft pour beaucoup, vont bientôt s'ajouter une adaptation des lunettes Google munies d'un logiciel de reconnaissance des visages et des émotions mis au point par un chercheur de Stanford, au départ pour son cousin autiste qui s'essayait à la reconnaissance d'émotions devant son miroir. Et puis il y a aussi divers robots néo-humains ou néo-animaux, Myriam Cherel vous les a présentés. Pour autant, il ne s'agit pas de réduire ces sujets à des enfants-machines et à croire que ce sont de purs ordinateurs. Ces sujets ont un corps, et c'est ce corps qui se trouve plongé dans le bain de langage. C'est le langage qui se trouve être la première machine rencontrée par ces corps et dans lequel le vivant doit trouver à se loger. Daniel Tammet est bien placé avec sa synesthésie pour nous dire que ce qu'elle expérimente quand il calcule, aucune machine de Turing ne pourrait l'expérimenter. Il faut s'intéresser à l'utilisation de ces machines comme assistants du sujet, sans pour autant réduire le sujet corps à une machine. Déjà, Jean-Claude Malval, ce matin, vous présentez ce point de vue. C'est ce que permet la considération de la rencontre avec le langage, qui laisse des traces traumatiques pour tout sujet qui naît au langage, qu'il parle ou non. C'est cela, comme disait Lacan, le véritable traumatisme de la naissance, et il prend pour le sujet autiste des valeurs particulières. Abordons dans cette perspective la variété des usages qu'il est possible de faire des objets numériques pour agrandir le monde du sujet avec autisme. Comme le film là, partons du témoignage des efforts de la famille de Ron Suskind pour traiter l'autisme de leur enfant. Ron Suskind soulignait l'importance des machines pour le développement de nouveaux usages de dialogue des dessins animés Disney. Et au départ, la seule machine, comme on l'a vu, c'était le magnétoscope avec ces cassettes qui maintenant paraissent antidiluviennes. Mais il n'y a encore pas si longtemps, c'était ça. C'était le seul instrument pour commencer à faire usage de la répétition pour que leur fils, Owen, puisse s'approprier ces dialogues pour en faire le point de départ d'autre chose. Les machines mettent spécialement bien en valeur la multiplicité des registres de ce que nous appelons la lettre, autre nom de ce qui fonctionne comme 1
à travers ce que nous appelons parler, écrire, compter, se représenter une image. Invité là aussi, Daniel Tammet est spécialement bien vu, puisque son œuvre témoigne d'un amour particulier de la matérialité de la lettre à travers les nombres, la trace, l'écriture, les mots, la voix poétique. Il sait émouvoir à partir des faits métaphoriques, rapprochant de façon inattendue des domaines, comme Alain Cohn est capable de faire de la métaphore le fondement de l'activité mathématique. Ces registres, ces facultés que sont chanter, parler, écrire, dessiner, écouter de la musique, en faire, chacun se les approprie à sa façon et de façon hétérogène en tant qu'écriture, chiffre, fixation de la parole, image discontinue ou utilisation de la musique et de la mélodie. Des enfants totalement mutiques peuvent écrire énormément, des tas de choses, certaines illisibles, d'autres non. D'autres enfants ne se situent ni du parler ni du côté de l'écrit, mais chantent. D'autres encore comptent uniquement. Un sujet peut ainsi affirmer « j'ai tout oublié, je sais juste que je sais compter ». Les différents objets numériques permettent de mettre en valeur l'articulation de ces différents registres dans leur hétérogénéité et en même temps dans ce qu'ils ont de commun, la possibilité de la répétition. Les claviers permettent de surmonter les difficultés de la motricité fine qui suppose un rapport au corps et à son image particulièrement efficace dont tous les sujets ne peuvent pas bénéficier. Dans la collection du sujet autiste à l'autre, on sait le rôle donc qu'a donné Birger-Céline aux ordinateurs ou le dispositif de communication facilité inventé par Rosemary Crossley, dont Jean-Claude Malval, dans son livre « L'autisme et son double, son objet », a présenté l'étendue. Alors, nous avons vu comment s'en est servi Ron Suskind, mais dans cette répétition, s'agit-il de jeu de rôle ou s'agit-il d'un mode de traitement de la voix de l'autre ? La question se pose dès les phénomènes d'écholalie, dont on a pu montrer la place et la fonction active, alors que pendant longtemps, on les traitait comme un strict phénomène de répétition passive. La question se pose à partir d'autres exemples d'utilisation de la voix que celui d'Owen, comme celui de Tom, qui, lui, arrive à 7 ans dans une école spécialisée, ne supporte pas la classe, il joue seul avec des bouts de phrases de dessins animés. Des phrases décontextualisées, hors sens, le traversaient. Les parents s'inquiétaient de le voir obnubilé par le dessin animé et par cette répétition des phrases et des chansons. Au contraire, l'école qu'il a accueillie, c'est-à-dire l'école Seine-Courtil, lui a donné toute sa place. Et les premières rencontres avec Tom étaient très éclatées. Il ouvre des boîtes, il jette des objets à terre, il s'empare des lunettes de thérapeute, il allume, il éteint la lumière, et il se fixe sur un halogène muni de 2 lampes. L'une, il l'utilise pour regarder son reflet, donc miroir, et de l'autre, il fait un micro, la voix. Il chante, demande à la thérapeute de chanter avec lui. Dans cet éclatement des circuits de la voix et du regard, qui ne sont pas mis en forme par une image stable du corps, Tom introduit peu à peu un rythme. Donc il frappe le radiateur en même temps qu'il fait tout ça. Et tout son corps se met en mouvement, et puis il se jette à terre, se cache sous la table, mime un dessin animé Monsieur Totem, en prenant un coffre dont il fait claquer le couvercle comme une bouche hurlante. Il utilise des phrases rituelles, il dit « merci, merci, au revoir » aux objets trop vivants qui ont servi lors de la séance, et « merci, merci, Justine » à la thérapeute, qui lui répond bien sûr « merci, merci, Tom », et on se serre la main de façon très ritualisée pour se séparer. Au cours du développement des séances, là où était le cri et la bouche hurlante, viennent d'abord des bribes d'histoire, toujours menées dans une allure catastrophique.
Par exemple, il hurle, ils arrivent, allez, on se dépêche, maman, mon enfant, tous à la fourmilière. Et est-ce que je peux t'aider, Tom? Non, surtout pas. Regarde, quelqu'un est coincé dans l'immeuble. Ouvre la fenêtre pour sauver Flash McQueen et les autres voitures. Peu à peu, donc, s'introduisent des oppositions signifiantes dans ces flots qui l'envahissaient, et la chose se structure autour d'oppositions comme gauche-droite, jour-nuit, chaud-froid, qui, elles, étaient travaillées dans les ateliers d'apprentissage. Moyennant quoi, peu à peu, Tom supporte d'aller mieux en classe. Il participe à un atelier chant qui aboutit en fin d'année à un spectacle où il séduit la salle par sa performance. Il a une façon particulière de s'inclure dans le langage. Sa façon de s'inclure, c'est d'abord l'angoisse d'exclusion. Par exemple, il se met devant son éducateur et il lui dit « tu es viré ». Et puis ensuite, il revient s'excuser. Avec une institutrice, il inverse les rôles en lui demandant, elle, alors qu'elle veut chanter, il lui demande de compter comme lui. Et c'est ainsi qu'en distribuant en effet des rôles, il arrivera, lui, à s'inclure dans le système d'apprentissage des nombres et du comptage. En trouvant une accroche dans la voix et le corps de la thérapeute, Tom a pu mettre en distance l'explosion qui le menaçait dans le chaos équivoque des différents registres pulsionnels de jouissance qui peu à peu vont s'organiser. Le cas de Tom a été présenté par Justine Junius dans une journée de travail qui avait lieu à Bruxelles en 2015 et publié dans Quarto numéro 111. Donc, après le traitement de la voix, qui permet peu à peu d'organiser l'échange et de transformer peu à peu une élaboration qui va permettre ensuite un usage conversationnel du langage. Après le traitement de la voix, venons-en au traitement du regard de l'autre, par les remaniements de l'espace de la vision, et en particulier par le maniement du passage des représentations de 2 dimensions à 3 dimensions. Ces passages supposent la circulation du sujet dans un espace topologiquement déformable. Le sujet affecté de la rencontre avec une langue, qu'elle soit parlée, écrite ou numérique, est plongé dans un espace topologique qui n'est pas celui de la géométrie euclidienne, qui n'est pas celui du miroir plan. C'est un espace qui ne se raccorde pas facilement avec les corps. Les efforts des sujets pour faire se rejoindre ces espaces en attestent l'importance. On peut partir là encore de affinity thérapie, puisqu'on a là le passage, n'est-ce pas, d'abord du dessin animé qui est situé en 2 dimensions. Et Owen, au départ, se collait contre l'écran télévisuel ou au contraire s'en détournait pour lui tourner le dos, pour traiter de l'altérité de l'écran et de son corps. Un autre exemple le montre. Un garçon avec autisme, Jules, avait une passion pour chercher sur Google Earth et Google Maps à visualiser les lieux où il a vécu, ainsi que son domicile actuel. Il fait aussi des recherches sur les écrans comme tels. Il met en série les écrans à cristaux liquides, la taille des écrans, les écrans tactiles, les images d'écran écrasées, qu'il adore. Et puis, il fait par ailleurs des recherches sur la 3D. Les imprimantes 3D, les téléviseurs 3D, les tablettes 3D, les films 3D. Et il dit « J'aime bien la 3D parce qu'on n'en voit pas le bout ». Son intérêt pour la 3D s'étend aussi aux 3. La voiture Citroën C3, le triangle, et donc quand un éducateur qu'il aime bien, il lui dit « Toi, tu as une tête en triangle ». Il y a aussi les biberons triangles. Les biberons triangles parce que jusqu'à l'âge de 8 ans, il ne pouvait pas lâcher son biberon. Vous savez, il y a des biberons qui ont en effet une forme de triangle. Les mères de famille connaissent bien ça. Les préférences pour les bébés qui le veulent rond ou ceux qui le veulent en triangle, selon la préhension, très utile. Et donc, il lui dit, alors le père, justement, avait dit ça à l'institution, la 3D, c'est le biberon qu'il n'avait pas lâché, qui a fait son obsession du moment.
Les recherches sur ordinateur se terminent presque invariablement par un coup de poing de Jules sur l'écran. Boum! C'est quand que je peux casser l'ordinateur? Pourquoi on ne peut pas casser? C'est interdit de casser? C'est une petite ou une grosse bêtise? Pour Jules, la tentative d'inclure son corps dans l'écran, lui, c'est pas simplement de coller, c'est le traverser, en effet, avec le poing. C'est pour ça qu'il faut faire attention, bien sûr, d'avoir des ordinateurs spécialement résistants. Mais le coup de poing final vise à s'inclure dans le champ de sa vision, avec son corps. Ces recherches 3D, aussi, il ne cesse de proposer dans des ateliers des constructions en carton auxquelles il baptise systématiquement, qu'il baptise de 3D. Et pour chaque réalisation, il fait des tracés de plans très compliqués qu'il compile dans un cahier. Il trace méticuleusement des modèles selon différentes perspectives, vues de haut, de face, vues latérales. Il construit des camions monstres écrasant de petits véhicules. Et donc, l'écrasement, il y a bien sûr toute la valeur agressive, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que si on veut, c'est un mode agressif, mais de mise à plat. On repasse de 3D à 2D. Ça fait partie des modes de mise à plat de la représentation de l'objet et du corps. Peu à peu, il agrandit son éventail de construction en 3D. Et par exemple, à un moment donné, il a fait des séries de décors, brutalement, qu'il appelait des décors vaches. C'était donc des décors avec des taches d'impression caractéristiques du pelage des vaches. Et il faut le dire que le lait de vache l'anime beaucoup dans le moment où il est là, à ce moment-là de son parcours. Les parents de Jules, ayant constaté qu'il était très agité à la fin des repas, ont mis ça en relation avec la consommation de produits laitiers qu'ils ont supprimés de son alimentation, pendant que ça l'excitait trop. Moyennant quoi lui-même, dans l'institution, passe son temps à aller ouvrir les frigidaires et à sortir tous les tétrapacks de lait et les explose en les lâchant par terre, etc. D'où la nécessité de l'atelier décor vache. Parce que plus il fait des décors vaches et les met, passe 3D, 2D, les écrase, moins il va chercher le lait et qu'il faut de l'accompagner, donc un peu moins souvent, dans cette activité, disons, assez envahissante et nécessitant beaucoup de soins après palliatifs. La déformation de l'espace, Jules, lui sert aussi à s'orienter dans les équivoques du langage. Pendant tout le temps, il était très intrigué par l'équivoque du mot privé, voulant dire à la fois c'est réservé à lui, et puis en même temps être privé de quelque chose. Moyennant quoi, il élabore pendant cette période où il pose énormément de questions, il fait des listes et toute personne qu'il rencontre, qu'est-ce que c'est privé? Est-ce que toi tu es privé? Et en même temps, pendant tout ce temps-là, il élabore un objet, un habitacle particulier, un hélicoptère bicolore, mais qui a deux faces, qu'il colle ensemble, et il dit on va l'appeler un hélicoptère privé 3D. Donc, on voit le logicien Austin, que certains d'entre vous connaissent, a écrit un très beau livre dont le titre est « Comment faire des choses avec des mots » « How to do things with words ». Ici, c'est l'inverse. Il s'agit de faire des mots, de leur donner un sens privé en fabriquant des choses. C'est à partir des choses qu'il a fabriqué, lui, un usage conversationnel des mots. Cette fabrique des corps et des mots comporte aussi bien des raccords d'images empruntées dans le bric-à-brac des ressources disponibles qui sont utilisées par les enfants. Elles nous permettent de comprendre comment le sujet peut se déplacer dans le monde des mots et des images et l'interroger à partir d'un usage privé de la langue commune. Ces modes de traitement des circuits de la voix et du regard. Alors, Jules était présenté par Sophie Louis dans la même journée et vous y trouverez la même référence. Le cas est publié et très utile pour s'orienter sur ces questions.
Ces modes de traitement des circuits de la voix et du regard supposent la rencontre du sujet avec autisme, avec la langue, dans le bain de langage dans lequel il est plongé. Cette rencontre est très particulière. Comme Jean-Claude Malval l'a souligné, à partir de travaux très pointus, cette rencontre passe peu par le babil. Les études convergent pour souligner sa pauvreté et le manque d'orientation sociale. L'absence de babil, l'absence d'équivoques langagières incarnées est présente dès le début. Et il y a par contre répétition de quelques mots choses. En fait, cela témoigne de la présence d'un signifiant pur. Le signifiant comme tel, en effet, est bête. Il se présente comme pur chiffrage et il chiffre tout. Il chiffre tout de façon auto-érotique. Le babil, en effet, dirigé, est une demande à l'autre. Le babil auto-centré, ou le peu de babil, centre plutôt sur, disons, la jouissance solitaire, et à l'occasion, certains autistes, ils babillent, mais dans la solitude, vous le soulignez. Ce mode de surgissement de la langue ne s'adresse pas, mais il laisse des traces sur le corps, il l'affecte. Ce mode d'affectation traduit l'inscription de la trace de jouissance sur la surface du corps par le mode de répétition même. Si les enfants autistes ne s'articulent pas à la fonction de la parole, ils ne sont pas pour autant insensibles à l'instance de la lettre, puisque des sujets qui présentent un retard dans l'acquisition du langage parlé sont parfaitement capables de l'écrit. De façon très imagée, Birgen Céline avait écrit à un autre autiste « Je désire comme toi investir mes instruments buccaux dans le langage, mais j'erre encore très loin du langage. » Et ça, il l'écrit. L'expression brutale, investir les instruments buccaux, renvoie à un point que Lacan met en valeur dès le début de son enseignement. L'autre et la voix ne s'articulent dans aucun sensorium particulier. Ils s'articulent au corps comme tel. Dans le séminaire 10 sur l'angoisse, qui reprend d'ailleurs quelque chose du séminaire 1, Lacan dit « Il y a d'autres voix que vocales pour recevoir le langage. Le langage n'est pas vocalisation, voyez les sourds. » Il avait déjà utilisé l'exemple des sourds dans le séminaire 3 sur les psychoses, en parlant de la voix, et pour qu'elle soit aphonique, il disait « C'est encore plus simple si nous pensons au sourd muet qui est susceptible de recevoir un discours par des signes visuels donnés au moyen des doigts. Si jamais ces doigts, mais est-ce qu'il les voit, dit-il. Cette succession de signes, leur opposition sans laquelle il n'y a pas de succession, est-ce que c'est perçu par les yeux? De même que dans le premier séminaire, grâce à Saint-Augustin, il avait coupé le lien entre le sensorium de la voix et l'échange des signes, là, il met en cause la question de la perception à proprement parler. Ce qui se perçoit est bien plus la répétition qui est en jeu dans la succession des signes présentés au-delà des sensoriums concernés. Ce qui se perçoit au-delà de tout sensorium, c'est l'opposition, dit le premier enseignement de Lacan. On pourrait le compléter par le dernier Lacan en disant qu'il s'agit de la répétition comme telle. Et d'ailleurs, Laurent Motron, chercheur canadien qui déteste la psychanalyse, mais qui dit des choses très sensées sur la question de l'autisme, dit alors qu'il peut être très en retard pour le langage oral, le sujet autiste peut être très en avance pour le code écrit. Au fond, ce chercheur partage le point de vue de l'orientation lacanienne. Le langage n'est pas fait pour communiquer, le dit Lacan. Le langage inscrit des expériences de jouissance répétitives. Les traces de l'impact du langage sur le corps peuvent être connectées à la phonée ou pas. Et le fait qu'elles ne soient pas connectées à la phonée, néanmoins elles sont inscrites sur le corps en des lieux étranges
qui définissent une topologie particulière de la voix. La voix peut être à l'intérieur du corps, vécue aussi comme un extérieur, un hors-corps, imaginairement localisé dans un organe externe, une voix artificielle. Instruments de musique, micros, marionnettes, doubles et objets divers peuvent être convoqués à cette fin. Le refus de faire usage de la langue commune parlée et le rapport privilégié à l'écrit s'accompagnent volontiers de l'existence d'un langage privé et lucubration de savoir écrite sur la langue commune, pas faite pour communiquer. Valérie Gay-Corajou s'est spécialement intéressée aux productions de son fils Théo, qui, vers 3 ans et demi, inventa une langue néologique que son entourage parvint à comprendre. Ses proches se mirent alors à lui parler dans sa langue. Or, note sa mère, il refusa que nous utilisions son langage. Nous devions continuer de lui parler comme d'habitude, mais lui répondait avec son langage réinventé. Ce langage essaye de se passer des équivoques de la langue commune. C'est une tentative d'assigner des désignations de façon aussi univoque que possible. Et d'ailleurs, l'exemple de la langue, le manti, de la langue inventée par Daniel Tammet, répond à la même volonté d'extraction d'un langage univoque à partir de l'impact de la langue sur le corps. Dans la petite enfance, il adopte le langage des nombres, mais aussi il crée une langue elle-même. Ce langage des nombres, comme il a une perception synesthésique de chacun de ceux-ci, les nombres lui apparaissent comme autant de formes, de couleurs, de textures, de mouvements, et chaque élément nombre aboutit à un langage par une combinaison inédite de formes et d'inventions qui fait du nombre un objet complexe, équivoque du point de vue de sa référence. Comme dans le cas, par exemple, du nombre 1, dit-il, un blanc brillant et éclatant, comme quelqu'un qui dirige le faisceau d'une lampe torche directement dans mes yeux. On voit le 1 qui est lié à cette intrusion de la lampe qui cherche les yeux et qui vise. Cette langue privée est chargée d'une jouissance exceptionnelle et lui procure d'intenses émotions. Comme il le disait, je vais l'interroger d'ailleurs ensuite là-dessus, cette dimension esthétique de ma synesthésie a bon et de mauvais côté, entre frissons d'excitation et de plaisir, et d'autre part, tout ce qui m'irrite et me met mal à l'aise. Ce ne sont pas exactement des affects, mais très certainement des événements de corps qui se produisent. Dans son autre langue privée, le manti, on rencontre la même intention d'éliminer l'équivoque, ce qu'il a appelé le discordant de la langue commune, pour trouver un référent précis. Il le dit, le manti permettait de trouver des mots pour exprimer mes expériences particulières. Parfois, quand je ressentais une émotion particulièrement forte ou que je faisais l'expérience de quelque chose d'extrêmement beau, un nouveau mot se formait spontanément dans mon esprit pour l'exprimer et je ne savais pas d'où il pouvait bien venir. C'est très important, cette non-localisation du lieu de l'autre, d'où la nécessité d'une recherche de localisation. Je ne savais pas d'où il pouvait bien venir. A contrario, j'ai souvent trouvé la langue de mes camarades déroutante et discordante. Donc cette opération originale de nomination s'est révélée pour Daniel Tammet aussi efficace que ce que veulent obtenir les lunettes Google pour aider les sujets autistes à nommer des émotions, mais en couplant des logiciels et des étiquettes d'émotions. Elle révèle que l'étiquetage involontaire est fait par la machine fondamentale qui est en nous et qu'est le langage dont on ne sait pas d'où il vient. Ce langage privé se veut exact. Tammet dit « J'ai continué de rêver au jour où je parlerais une langue bien à moi et que cela exprimerait exactement quelque chose de moi-même. » D'autre part, c'est une élucubration de savoir très particulière.
Il dit par exemple « J'essaie d'inventer en menti des mots qui établissent d'autres liens entre les choses. » Par exemple, Hama, dans... Il me reste 5 minutes. Hama, dans et Hemme, fourmi, un insecte qui mord, entre rat, fil électrique, et ratio, qui radio, etc. Lors de sa conférence, la dernière conférence à Rennes en 2018, Daniel Tammet notait qu'il n'avait plus besoin de passer par sa langue inventée, maintenant qu'il était devenu écrivain et qu'il avait forgé sa langue propre dans ses livres. En ce sens, loin d'être une barrière autistique de plus à la communication, comme certains l'avancent, le langage privé fait plutôt bord transitoire jusqu'à ce qu'il perde sa spécificité. Karim Nazer, autre sujet Asperger, rend compte de la curieuse facilité d'apprendre des langues réputées complexes pour ces sujets par le fait que dans celle-ci, dit-il, il y a tant de règles et de structures que cela élimine les équivoques qui posent problème aux autistes. Donc plus c'est compliqué, mieux c'est. Et il ajoute lui-même, pour conclure, un sens, un mot serait un idéal. On peut opposer à la construction d'un langage privé le surgissement de vocalisations involontaires, comme celle qui traversait Temple Grandin à l'occasion d'un accident de voiture advenu dans sa petite enfance quand elle était mutique. Maman a essayé de tourner le volant, se souvient-elle. Il était trop tard, j'ai entendu s'écraser le métal, j'ai senti le choc violent, j'ai crié « glace, glace » pendant que le verre cassé pleuvait partout. Je n'avais pas du tout peur, c'était passionnant. Donc au moment de... Fin de citation. C'était assez passionnant. Citation. Au moment de la menace, la plus grande, donc, alors qu'elle était parfaitement mutique, surgit une vocalisation qui désigne la glace qui se brise, le miroir en train de se briser. Donc, elle fait « Quelquefois, je prononçais des mots comme je l'avais fait pour glace, très clairement. Cela se produisait dans des moments de grande tension, comme l'accident de voiture, quand le stress arrivait à vaincre la barrière qui d'habitude m'empêchait de parler. L'originalité de cette émotion, comme elle le dit, c'est le stress, elle le dit, mais sans aucun sentiment de peur. Donc que le mot qui surgisse et rapport avec le miroir qui se brise a tout son intérêt pour cette expérience de, il faut bien dire, de jubilation stressée, mais de jubilation devant le miroir qui cède. Il y a aussi la première phrase prononcée par Bergen-Céline, « Renvoie à ma boule », adressée à son père qui venait de lui prendre un de ses objets. Tout cela fait partie des jaculations, comme disait le dernier enseignement de Lacan, un au-delà de la parole qui met en valeur l'importance du cri, que ce soit ceux du maître zen ou ceux de la jaculation mystique, pour désigner des effets émouvants obtenus par la poésie. Donc, dans ces différents champs, depuis le babil jusqu'à la vocalisation éruptive, en passant par l'invention d'un langage privé, cet agencement témoigne d'une subjectivité autistique qui se produit dans la construction du langage privé comme témoignage par excellence de la construction d'un bord entre le sujet et l'autre auquel il a affaire. Ces phénomènes originaux témoignent de la rencontre avec le bain de la langue dans lequel le sujet est plongé dans toutes ses variétés. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que vont se faire de cette communication non communicante, mais production de façon auto-érotique d'un accrochage à l'autre, c'est à partir de là que se feront les circuits que le sujet composera. La cure de louange, l'enfant du placard commenté par Jean-Claude Malval et Michel Grolier, en témoignent remarquablement. Et par d'autres voies, par les voies de la création, l'œuvre de Tammet est un exemple maintenant connu de tous, comment, à partir de la construction d'une langue particulière, longuement élaborée par un processus qui l'a rendu sensible, il est arrivé à communiquer à tous et nous communiquer ce qui échappera toujours à la machine et au test de Turing.
Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Dominique Olvout pour une question peut-être à Éric Laurent. Oui, donc rapidement. D'abord, je vous remercie beaucoup pour ce parcours qui est extrêmement éclairant, dans lequel vous distinguez au fond la fonction de la parole, qui oriente vers l'autre, et la fonction de l'écrit, qui fonctionne comme un. Donc distinguer ces deux registres de l'autre et de l'un. À partir de ceci, que l'autiste, au fond, comme vous le dites, ne s'articule pas aisément à la fonction de la parole. Et au fond, votre thèse, c'est qu'il s'agit de travailler sur les différentes instances de la lettre, ce que nous appelons donc l'instance de la lettre. Et que les machines, précisément, à condition, comme le disait Malval ce matin, qu'on laisse l'enfant se faire le maître de l'objet. Il posait la question de savoir qui est le maître de l'objet. Est-ce que c'est le technicien, est-ce que c'est le pédagogue ou est-ce que c'est l'enfant? Donc à condition que ce soit l'enfant qui soit le maître de l'objet, les machines mettent en valeur la multiplicité des registres de la lettre. Et à partir de là, au fond, ce que vous appeliez au fond, le mot-chose, ce qu'on appelle aussi la matérialité du signifiant, à partir de au fond, cette dimension du signifiant pur, eh bien, on peut accompagner l'enfant qui tente de fabriquer, j'aime beaucoup cette expression, un nouvel usage conversationnel des mots. À partir de là, quelque chose peut se décliner, comme nous disons, métonymiquement, pour que le mot « chose » trouve un usage pour la conversation. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur votre thèse, mais enfin, j'essaie de la resserrer en distinguant fonction de la parole et fonction de l'écrit, et comment on peut passer par la fonction de l'écrit, par les écrans, par les machines, pour mobiliser les différentes instances de la lettre pour un nouvel usage conversationnel des mots. C'est, je me disais, extrêmement éclairant ce que vous nous amenez par rapport à ce que Théo Fache nous disait ce matin. Nous disait l'Internet, c'est le monde derrière un écran. Et au fond, il y a l'écran, et puis il y a le monde derrière, mais c'est en passant par l'écran qu'il a pu accéder au monde, et à partir de là, se faire des amis, et aller rencontrer ses amis physiquement, enfin, chez eux. Alors, au fond, votre travail, je me disais, met finalement en valeur que nous partageons avec le sujet autiste la même communauté humaine. C'est utile de le rappeler. C'est ainsi que je lis votre phrase conclusive. Le sujet, c'est-à-dire autrement dit tout un chacun, n'est pas fait pour communiquer, mais pour s'insérer dans le monde de façon auto-érotique. Donc, pas la communication d'abord, mais un mode de jouir pour chacun. Et au fond, ça réintègre l'autiste dans la communauté humaine. Comme il faut aller vite, je passe un peu sur des considérations que j'avais faites sur la question de la communication, notamment de la communication scientifique, qui a toujours finalement un aspect poétique, même si on essaie de la réduire à une objectivation qui efface la subjectivité. Mais au fond, dans nos communications, dans les communications de notre champ de recherche, nous accordons une importance toute particulière aux guillemets. Je me rappelle une de vos remarques à une présentation de Malade il y a très longtemps, où vous disiez, mais même transcrire ne suffit pas, il faudrait phonétiquement, il faudrait avoir une écriture particulière pour arriver à transcrire ce qui s'est dit là dans ce moment de parole de la présentation. Donc ça rejoint ce point-là, les guillemets qui tentent de rendre compte au plus près de l'événement de parole qui a présidé au dire comme tel. Alors, ma question rapide est la suivante, c'est que si la psychanalyse a commencé par l'écoute de la parole des hystériques, si elle s'est poursuivie avec une attention particulière aux écrits des psychotiques, au fond, est-ce qu'on ne peut pas penser que l'accompagnement des sujets autistes dans leur production singulière n'est pas ce qui nous permet de lire ou de mieux lire ou nous facilite la lecture du dernier enseignement de Lacan? Ou, pour retourner la chose, que ce dernier enseignement, est-ce qu'il n'est pas précisément ajusté pour éclairer l'énigme que pose ce que Laurent de Moulin appelle le oui autiste à ceux qui se rangent du côté des non-autistes? Enfin, autrement dit, est-ce que l'autiste ne nous enseigne-t-il pas sur l'état autiste natif du sujet? Oui, ça fait beaucoup de questions où je n'aurai certainement pas le temps d'y répondre, puisque le temps de parole est déjà clos. Donc,
Je vais simplement, donc à bride abattue, répondre sur quelques points. D'abord, la distinction lorsque nous disons mot-chose. Rappelons-nous, c'est une rupture essentiellement avec la phénoménologie, l'abord phénoménologique. Dans les années juste après-guerre, où la phénoménologie, disons, sartrienne dominait la pensée, Sartre avait répandu avec son talent extraordinaire de communicant, enfin, de la philosophie. Il avait donc répondu « un mot n'est pas une chose ». Et c'était considéré comme une catégorie de pensée. Le mot la sensation phénoménologique n'est pas une chose objectivable. Et Lacan avait répondu de façon provocative, c'est pas un mot français ça, de façon provocante, avait répondu en parlant de la chose freudienne. La chose freudienne, c'était pour jeter un caillou dans la mare de la phénoménologie. Pas du tout. La chose freudienne, c'est fait de mots et c'est une chose. Précisément, un mot, c'est une chose. Et c'est un départ qui, effectivement, a cheminé ensuite largement et qui fait que nous pouvons être sensibles, disons plus facilement, dans notre perspective, à partir du remaniement que Lacan a donné à la chose freudienne, on est sensible au fait que, disons, mots et choses, les mots sont fabriqués. Enfin, sur la question, sur le monde derrière l'écran, il y a dans les églises, dans l'art roman, il y a des représentations de la fin du monde, qui sont très distinctes de celles qu'il y a dans le gothique. Et en particulier, donc, le monde est représenté dans sa totalité, en train de disparaître, c'est la fin du monde. Déjà, les signes avant-coureurs de l'épiphanie sont là. Et à ce moment-là, il y a un petit bonhomme dans un coin qu'on voit et qui soulève la pierre, le liseré qui faisait l'écran du monde. Et ça avait une place dans l'art roman, ça s'appelait le curieux. Celui qui soulève le voile du monde pour apercevoir comment va être la fin du monde. Bon, eh bien, quand on a le monde sur écran, bien sûr, il y a un côté néo-miroir, mais c'est aussi la position du curieux, celui qui soulève le voile en étant, lui, celui qui est en face de l'écran, il soulève le voile sur ce que c'est que le monde qu'il s'agit de regarder. Alors, maintenant, sur l'histoire de la communication mathématique, très important, communication mathématique, entre ceux qui croient que les mathématiques, c'est des répétitions, des emboîtages de répétitions, comme Stanislas Dehaene et l'école qu'il représente, et puis, comme Alain Cohn, le contraire, qui, lui, pense que les mathématiques, c'est pas du tout de la répétition, c'est de la métaphore. On pourrait peut-être les réconcilier en disant qu'il faudrait prendre ça par la répétition de la métaphore. Enfin, la question d'avoir une écriture qui permettrait de transcrire l'équivoque dans la parole, en effet, pour la matière, c'est ce que Joyce a tenté, d'avoir la retranscription dans Finnegan's Wake de ce que serait que vraiment la matière équivoquée dans la parole. Simplement désabonner de tout inconscient pour noter sa particularité. Mais au fond, nous-mêmes, nous nous efforçons, dans l'usage que nous avons, conversationnel, de notre langue privée, en nous glissant dans la langue commune, on essaye d'avoir ça, une écriture particulière. Bien, je vous propose d'arrêter là ces échanges extrêmement riches et passionnants. Merci beaucoup, Éric Laurent, Dominique Olvout.